Voyage en récit, André Migeot, Geoffroy Scrive. Monsieur Migeot, nous sommes ici chez vous à Reims, région dont vous êtes originaire, vous et toute votre famille, il me semble bien. Et nous sommes ici parce que nous avons consacré dans cette émission donc plusieurs semaines au thème de l'aviation. Ont pu être lus sur cette antenne Mes vols de Mermoz, Terre des Hommes de Saint-Exupéry, et puis Vol de nuit de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, et Mes vols encore de Saint-Exupéry. Et Mes vols dresse le portrait d'un homme que beaucoup à l'époque ont compris comme étant celui de monsieur Didier Dorat. Et Didier Dorat, nous allons en reparler aujourd'hui avec vous, tout simplement parce que votre père a écrit un livre sur ce monsieur que nous avons ici, Didier Dorat, publié par Flammarion, dont l'auteur était donc votre père, monsieur Marcel Migeot. Et Didier Dorat, c'était, pour recadrer l'émission, c'était finalement le patron. C'était le patron de personnes connues à l'époque et encore maintenant comme pilote de l'Aéropostale, qui étaient Henri Guillaumet, Saint-Exupéry ou encore Jean Mermoz, pour ne citer que les trois peut-être les plus connus. Il y a peut-être Gaston Vedel aussi, etc. La première question qui me vient, c'est tout simplement qui était votre père par rapport à ces personnages? Qu'est-ce qu'il venait faire dans cette histoire? Eh bien, tout simplement parce que mon père s'est engagé en 1921 dans l'aéronautique militaire, puisque le ministère de l'Aviation n'existe pas, et que, affecté à Strasbourg, il tombe sur Antoine de Saint-Exupéry. Littéraires tous les deux, ils deviennent amis. Et en 1922, on lui dit d'aller passer son école de pilotage à Istres, et il tombe sur cet enfant de Buis, qui est Henri Guillaumet. Buis, c'est un village de Champagne, situé à 25 km de Reims, et du même âge que mon père. Donc, il lie des relations plus qu'amicales, et quand mon père apprend qu'il est affecté à la pacification de la Syrie, pas 22, eh bien, il part sur l'André Chénier, qui est à Marseille, et sur le pont, il rencontre Jean Mermoz. Oui. Voilà quand même un fait exceptionnel. En un an, il rencontre les trois grands noms des écrivains de l'aviation. Saint-Exupéry, il l'a rencontré quand ? Alors, quand il est à l'école de Strasbourg, et là, ça va vraiment être un ami. D'accord. Parce que ils ont quand même ce côté littéraire. Mon père il était rédacteur au ministère des Finances, donc il avait quand même une culture pour rentrer dans cette grande administration, pas financière, mais au point de vue écrivain, puisqu'il y était chargé de répondre aux courriers de sollicitation que le ministre reçoit des députés, des sénateurs et tout le monde. Et vous, dans cette histoire, parce que donc vous avez aujourd'hui 90 ans, vous ne les faites pas, et donc je suppose que vous avez pu connaître certains de ces protagonistes, du moins les voir une fois, peut-être deux, je ne sais pas, par votre père, en avez-vous rencontré? Alors ma chance, c'est effectivement, gamin, j'écoute mon père raconter ses exploits. Alors la première fois, c'est Madame Guillaumet qui vient chez nous, et quand on va inaugurer le premier monument en souvenir d'Henri Guillaumet à Buis, qui prononce le discours? C'est mon père. Madame Guillaumet avait une certaine affection pour mon père qui écrivait bien. Et quand papa publie chez Flammarion son livre Henri Guillaumet, elle dit « Marcel, vous avez décrit Henri tel qu'il était ». C'est le plus beau compliment. Ouais. Et puis Didier Dorat, que je rencontre quand il vient pour aller à la pêche, mais surtout pour voir où habitait Henri Guillaumet, je l'emmène à Buis, sur les bords de la Suippe. Et puis, Madame Cousinet, qui a été la femme de Mermoz. Donc, j'ai été lié à tous ces gens-là. Et ça m'a permis d'écouter et puis après d'apprendre et d'approfondir la personnalité de ces écrivains. Alors, recadrons un peu, parce que monsieur Didier Dorat, pour donner quelques dates, il est né donc à la fin du 19e siècle, en 1891, et il mourra en 1969. Il fut pilote de chasse durant la Première Guerre. Je crois même qu'il a eu quelques victoires. Il a été décoré. Et finalement, il entre, parce qu'il est ami de Cassimi, il entre dans les lignes Latécoère, présidées par l'homme du même nom,
qui deviendront plus tard l'Aéropostale et plus tard la compagnie que nous connaissons tous aujourd'hui en France, Air France. Et en fait, dans cette compagnie, il n'exerçait pas le métier de pilote, il exerçait, la charge de la sécurité des vols, dans le sens où il fallait que les vols se fassent. Et il était chargé de leur bonne réalisation en temps et heure. Et on sent à travers le livre de votre père qui le décrit, et à travers aussi ce livre Dans le vent des hélices de Didier Dora lui-même, et à travers le livre de Saint-Exupéry, donc Vol de nuit, qui incarne le personnage de Rivière, qu'il y a une certaine sacralité autour de la mission du pilote dans l'aéropostale, c'était celui d'amener le courrier non seulement à bon port, enfin à bon aéroport plutôt, mais aussi en temps et heure. Et était-ce quelque chose, cet élément d'être de la ponctualité, du service, de l'engagement, qui vous a marqué dans ce que vous avez pu entendre d'eux ou de votre père? Était-ce des notions très importantes? Alors, Didier Dora, c'est avant tout le créateur de la ligne. Oui. La TCOR va le soutenir et tout ça, mais c'est le créateur. C'est le patron. D'accord. Tout le monde l'appellera toujours Monsieur Didier Dora. Que ce soit Guillaume Saint-Ex et tout, c'est le patron. Et il aura une discipline de fer qui s'applique à lui-même. Et donc, on est étonné, d'ailleurs, on le voit bien dans ses écrits, même mon père, quand il vient nous voir et que je l'emmène, on dit Monsieur Dora. On ne l'a pas appelé Didier, ni rien du tout. Monsieur Dora. Ouais. Non, c'est vraiment le créateur de la ligne. Et j'ai eu la chance de rencontrer la petite fille de la TCOR. C'est quand on a inauguré les 100 ans, qu'on a fêté du moins les 100 ans de la mort de Guillaume, à Buis, Madame la TCOR est venue et elle a payé les frais pour que l'aménagement de la place s'appelle la place La TCOR, où il y a un musée Guillaume. Et on trouve encore dans ce musée, c'est assez exceptionnel, le manteau qu'il avait quand il a été pris dans la cordillère des Andes. Oui, pour rappeler aux auditeurs, donc en fait Henri Guillaumet était un précurseur. Il volait à travers donc, la cordillère des Andes à l'heure où l'aéropostale se développait en Amérique du Sud. Et à l'occasion d'un vol, il n'avait pas pu passer par l'itinéraire qu'il avait pensé au départ, il me semble. Il se détourne pour tenter une autre voie et il se fait prendre dans une tempête de neige. Et il se pose à côté d'un lac de montagne à très haute altitude. Il capote, l'avion se retourne, il en sort vivant. Et il mettra, je ne sais plus, 3 ou 4 jours, peut-être plus, à sortir de là à pied, sans équipement, avec une valise à la main, en perdant, je crois, un gant. Et en fait, il aurait pu mourir. Et il dira d'ailleurs à Saint-Exupéry cette phrase que Saint-Exupéry rapporte, que ce qu'il a fait, aucune bête ne l'aurait fait. Oui. Et je reviens à Monsieur Didier Dora. Il est connu, en tout cas on peut le connaître aujourd'hui par ses livres, comme vous le disiez, par un tempérament assez dictatorial. Assez dictatorial, voilà, vous avez dit le mot. Il dira à Mermoz, qui arrive comme élève pilote ou candidat, il lui dira, après que Mermoz ait fait un vol pour prouver ce dont il était capable, Mermoz veut faire le beau par des prouesses de voltige. Il atterrit et M. Didier Dora lui dit simplement « Je n'ai pas besoin d'artistes de cirque, mais de conducteurs d'autobus. On vous dressera. » Ça, c'est quand même la marque de Didier Dora, n'est-ce pas? Ah oui, d'ailleurs, j'aime bien que vous citiez cette phrase-là, parce que quand on connaît M. Dora en parler, il n'a pas aimé les cloneries de Mermoz, alors que Guillaume, il appréciait d'ailleurs souvent, quand il parle des 3 grands, il dit le meilleur, c'était quand même Henri Guillaume. Ah oui. Ah oui, il écrit dans le livre dont vous parliez, il dit de Saint-Ex, de Mermoz, de Guillaume, le meilleur, c'était quand même Henri. Et pourtant, on peut lire les exploits de Mermoz, quand même, toutes ces tentatives qu'il avait en hydravion et en avion pour tenter la traversée de l'Atlantique Sud, décoller dans des conditions qui n'étaient pas possibles. Vous savez, Mermoz, on l'appelait l'archange, c'est le genre de pilote qui essaye une fois dans une configuration, ça marche pas, il essaye 2 fois, il essaye 3 fois, je crois qu'il essaye plus de 20 fois de décoller d'un lac et ça marchera à la 25e fois. Enfin, c'est quand même un modèle un peu, je dirais, d'endurance et de ténacité, non? Oui, mais quand vous comparez les 3, vous avez 2 personnes appliquées
qui s'attachent à bien faire, c'est Antoine de Saint-Exupéry et Guillaumet. Quel est celui qui veut absolument gagner parce qu'il veut être le meilleur et être le premier? Il avait une certaine ambition, c'est Mermoz. Il faut voir aussi que les hommes sont totalement différents. Mermoz est quand même assez orgueilleux pour ne pas être au niveau des autres. C'est Mermoz. Ouais, il était enflammé. Alors justement, par rapport à ces hommes qui sont tous morts aujourd'hui, selon vous, peuvent-ils encore servir d'exemple à la jeunesse de France aujourd'hui? Et si oui, comment? Alors, Guillaumet, je vais prendre un exemple tout bête, parce que comme Guillaumet est quand même un enfant de la Marne, un enfant de Buis, on a consacré en partant du livre de mon père sur Henri Guillaumet, édité chez Flammarion, on a quand même fait toute une exposition, et on a fait toutes les écoles de la région, avec le concours du conseil général qui avait acheté le livre pour que chaque directeur ait un livre de Guillaumet. Et moi, j'ai fait une trentaine de lycées et d'écoles où on apprenait ce qu'était la valeur d'un homme, sa droiture, son honnêteté, son courage et tout. Et c'était quand même Guillaumet l'exemple. D'accord, il est champenois, mais c'était quand même magnifique de voir tous les enfants des écoles s'associer à ça. Et derrière l'image de ces hommes, quel symbole pouvez-vous mettre? Courage, est-ce que c'est du sérieux, mêlé d'audace et à la fois de ténacité, de pugnacité? Est-ce que vous mettez aussi de l'engagement? Est-ce que vous mettez aussi de l'endurance, de l'obéissance? Parce qu'il fallait quand même obéir à Didier Dora, j'imagine. Alors au début, c'est forcément l'obéissance, puisqu'on lui confie une mission. Oui. Il doit tout faire pour réussir. Et en plus, il commence par travailler dans les ateliers, souvent. Oui, oui. Non, mais il commence, oui, mais il va suivre les conseils de M. Didier Dora, et coûte que coûte, même s'il doit y risquer sa vie, il va accomplir. Donc c'est vraiment le courageux, discipliné, obéissant. C'est l'exemple qu'on ne trouve plus beaucoup d'une équipe dont il est un des maillons. Il faut réussir cette expédition de la Cordillère des Andes ou du Courrier, et il en est, comme Saint-Exupéry quand même, l'un des exemples. Et justement, aujourd'hui, par rapport à l'héritage de ce qui a été les lignes Latécoère, parce que finalement, ça naît juste après la Première Guerre mondiale, enfin du moins les premières idées. Ils vont commencer à lancer les avions vers l'Espagne, vers la côte est de l'Espagne, je crois en 1919. Donc autrement dit, l'année prochaine, on va fêter quasiment les 100 ans de cette création en fait. Je ne sais pas si des choses sont prévues, mais l'histoire est là pour nous le rappeler, ça fait quand même 100 ans. Et qu'est-ce qui reste en fait de cette histoire? Parce que ça a évolué dans la société qu'on connaît Air France aujourd'hui. Mais l'esprit est-il encore là selon vous? Est-ce qu'il en reste un héritage? Et si oui, lequel? Alors je vais être dur, parce que qu'est-ce qui reste? Il reste M. Didier Dora qui va devenir patron à Air France. Oui. Mais sa discipline, sa fermeté, sa dureté fait que il va pas laisser aujourd'hui, à part pour les mordus, le seul qui tire son épingle du jeu, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Parce que dans le monde entier, je vous disais tout à l'heure que le livre de mon père avait été traduit en chinois, je vous ferai voir la couverture, ça n'est pas marqué Antoine de Saint-Exupéry, c'est marqué le père du Petit Prince. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'il est perçu à l'étranger. Oui. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le seul dont on parle dans le monde entier, eh ben, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Il est traduit, je crois que le livre Le Petit Prince est en compétition, si on peut dire. Avec la Bible. Avec la Bible. Exactement. C'est quand même incroyable. Ah oui, oui. J'aimerais revenir au niveau des difficultés qu'il y avait à l'époque et qu'on peut comprendre dans les livres publiés par votre père ou par Antoine Saint-Exupéry ou par Didier Dora lui-même. On comprend que la création de cette ligne est jonchée de difficultés. Il y a des obstacles. Il y a déjà de la non-compréhension au départ des politiques qui ne croient pas beaucoup. Ensuite, il y a des difficultés techniques. Il faut des avions qui soient capables de parcourir de grandes distances à l'époque déjà, de voler parfois de nuit. Il faut être ponctuel, il faut pouvoir ne pas égarer le courrier. Et puis ensuite, il faudra traverser le désert quand même, parce que le long de la côte du Sahara en Afrique, il y a le danger de tomber en panne. Et qui dit tomber en panne, dit tomber aussi aux mains des morts. Et qui parfois étaient assez,
on va dire, dangereux. Certains pilotes y ont laissé leur vie. Et comment ont-ils fait votre père vous a-t-il parlé des difficultés d'alors et comment ont-ils fait pour les surmonter? Alors les difficultés que je connais, en dehors de celles de Guillaumet, au point de vue matériel, avion et tout, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui décrit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tomber en panne dans le désert et est obligé de faire appel à l'ambassadeur du coin pour ne pas être racketté et tout. Ça, c'est quand même des problèmes parce qu'il fallait arriver près de Dakar pour après franchir l'Atlantique. Et donc, il y a eu d'ailleurs le livre d'Antoine de Tonio, comme on dit, est formidable là-dessus. C'est vrai que tout le monde voulait, sur le dos des aviateurs, se faire un peu de pognon en leur prenant leurs biens et tout. Alors, les problèmes techniques, c'est quand même que l'avion doit être capable d'aller de l'Afrique au point le plus avancé au Brésil. Oui. C'est quand même là la grande difficulté technique. Je n'ai pas d'exemple d'avion en mémoire comme ça qui n'arrivent pas au bout. Ils arrivent toujours avec des grosses difficultés, des accidents, et ils vont à chaque fois parvenir à faire le parcours. Le rôle des mécaniciens là-dedans, parce qu'on n'en parle pas souvent. Il y a les pilotes, mais il y a les mécaniciens qui sont incroyables. Dans les livres de Guillaumet, il y a Rennes, il y a tout ça, mais Et il y a Cousinet, il me semble. Oui, Cousinet, ben oui. Non, mais ça, les mécanos font partie intégrante de l'avion. D'ailleurs, quand mon père est photographié avec un avion, il a toujours le mécano avec lui. Ouais. C'est un avion, même quand Saint-Exupéry va faire son dernier vol à Borgo, là il va être descendu en 44, eh bien c'est son mécano qui l'aide à monter dans l'avion. Il est là pour la mise en route du... Dans le P-38. Oui, sur son avion et tout ça. Non, on vit avec son mécano à cette époque-là, d'ailleurs. Indéfectible. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, dans les premiers avions de ligne, il y avait le copilote et un mécanicien. Et vous, personnellement, combien de fois l'avez-vous rencontré, M. Dora? 3 fois. 3 fois. Vous aviez quel âge? Alors, je devais avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans, oui. Ah oui. Et aujourd'hui, quelle image vous en gardez? Qu'est-ce que vous avez fait avec lui ces jours-là? Ah ben, vous aviez volé, la première fois, c'était uniquement aller l'emmener à la pêche. Il adorait la pêche à la truite et nous avions un client qui avait en bordure de la Velle tant de kilomètres. Donc, comme j'aimais bien pêcher, mon père m'avait demandé de l'emmener. Vous voyez quel honneur, quand on a 24 ans, 25 ans, d'emmener ce monsieur-là à la pêche. Donc, on l'avait été à la pêche. La deuxième fois... Il était très simple, alors? Ah oui, oh là, déroutant pour... Moi, j'avais peur, hein, je tremblais un peu devant lui. Non, mais c'est vrai. Tout ce que m'avait dit mon père, quand je jouais un grand bonhomme, ça, il n'était pas grand, mais il était costaud. Ah oui, il était trapu, ah oui. On sentait qu'il fallait pas... On sentait qu'il fallait pas dire non, hein, oui. Et quand on revient, alors il était content, bon, je l'avais emmené. Puis... La pêche avait été bonne? Je ne me souviens pas, mais c'est plutôt le plaisir de... Là, en 63, c'est différent. C'est la connaissance de Henri Guillaumet, de l'endroit où il est. Alors, je lui apprends des choses qu'il ne connaissait pas. Ah, oui. Alors là, c'est formidable parce que le petit gamin, à ce moment-là, je suis beaucoup plus vieux, prend la hauteur, quoi. Quand je lui dis, tiens, voilà, il avait acheté tous ses bords de Velle. Après, voilà sa maison où il est né. Ah oui, là, on a créé ça. Et après, c'est l'exemple de Farman avec le premier vol de Reims, de Buis à Reims. Alors là, M. Dora m'écoute et il y a une vraie conversation entre un adolescent qui a du respect pour lui et un grand patron. Mais il n'est déjà plus le grand patron. Oui. Hein? Parce qu'il part, il quitte ses fonctions en 63, je crois, non? Non, il va les quitter. Il va mal les quitter. Parce qu'en somme, lui, il n'acceptait ni la compromission, ni les machins, ni rien du tout. C'était comme ça, il fallait marcher jusqu'au bout. Il avait réglé le problème des hôtesses de l'air, par exemple. Mais c'est quelque chose, il a été draconien dans l'attitude que devaient avoir les hôtesses de l'air. Au point de vue tenue, comportement et tout dans l'avion. Il fallait qu'elles soient bien en connaissance de différentes langues, mais il fallait qu'elles restent vraiment l'employé modèle et non la femme vers qui on avait certains regards, parce qu'il faut reconnaître que les premières hôtesses de l'air, tout le monde regarde les hôtesses de l'air avec envie, quoi. Et que disait-il par rapport au livre de Syntex de Survol de nuit? Se reconnaissait-il dans le personnage dépeint
par Syntex ou pas du tout, ou il le niait? Oui, mais il aimait pas parce que par humilité, peut-être. moi, quand je raconte les bords de la Suble avec lui, je dis et je marche derrière Rivière avec son pas lent et tout. C'est Syntex qui dit ça. Et moi, je marchais derrière, me rappelant cette phrase de Syntex. C'est vrai, il avait le pas lent, mais régulier autour des trucs. Et je me disais, c'est le genre de gars qu'on ne bouscule pas, c'est le type qu'on ne va pas interpeller comme ça bêtement. On va respecter, s'il s'arrête, je m'arrête. Enfin, c'était ça, monsieur Dora. Donc, il n'était pas fait pour notre monde. Il aurait été très malheureux aujourd'hui. Oui. Ah Et oui. justement, ça m'amène à cette question aujourd'hui, par rapport à ce qu'est Air France aujourd'hui. Comment voyez-vous cette évolution à l'heure aujourd'hui? En plus, cette année 2018, on n'arrête pas d'entendre parler de grève, du personnel navigant, de primes. Quel est l'esprit de cette époque? Qu'en est-il aujourd'hui dans cette compagnie, selon vous? Je vous ai dit qu'il a quitté Air France Ouais, pour pas dire qu'on l'a mis à la porte. ouais. Alors donc inutile de vous dire qu'aujourd'hui, rien ne pourrait se passer comme ça. D'ailleurs, il n'aurait pas pu rester un grand patron étant donné qu'il avait une certaine dictature dans ce qu'il faisait et qu'aujourd'hui, moi je suis pas d'accord sur le problème des pilotes qui sont quand même des garçons très doués, c'est sûr, mais qui sont payés quand même bien par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. On s'étonne que ce soit eux qui donnent la marche de... Bon, je dirais que mon sentiment n'est pas le meilleur compte tenu de mon âge. Et alors, par rapport à, je dirais cette fois-ci, à l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air à Reims a été présente jusqu'à il y a peu avec la base Marne-la-Mêlée, qui est pas très loin d'ici. Il y avait des Mirage F1. Ça a été une longue histoire. Il me semble que c'était la première base construite sur le sol français, il me semble. Comment voyez-vous cette évolution? Parce que tous ces pilotes sont passés par les armées. Guillaumet, je ne sais pas, mais Mermoz y est passé un temps très court, mais Saint-Exupéry, oui, il est revenu pendant la Seconde Guerre et il mourra d'ailleurs en vol de reconnaissance au-dessus, je crois, de la vallée du Rhône. Borgo. Et comment voyez-vous l'évolution de l'armée de l'air aujourd'hui? Alors, vous l'avez bien dit, la première base créée en France, c'est celle de Reims, 1908. La deuxième, c'est celle de Pau. Nous allons fêter la semaine prochaine les 100 ans de la base aérienne de Reims. La base aérienne de Reims n'a eu que des pilotes, des colonels, commandants d'escadrille qui sont devenus des généraux, très souvent des généraux à 4 et 5 étoiles, 3 fois des chefs d'état-major. Donc à chaque fois, l'école de Reims, c'est vraiment la grande école. C'est pour ça qu'on a beaucoup souffert quand on a vu nos avions partir, parce que nous nous étions attachés au Mirage et que c'était le Rafale qui avait l'avenir de l'armée française. Mais à Reims, ça a été une perte, 1800 personnes. Le colonel qui commandait la base, c'était la personnalité militaire de la région. Eh oui. Il faut le savoir. Oui, c'est une base. Ah oui, oui. Et par rapport à je dirais justement, vous avez parlé du Rafale, la transformation de l'armée de l'air depuis quelques années et ses engagements. Tout à l'heure, en aparté, nous avons parlé de la Syrie, du temps où votre père y était. Là, aujourd'hui, les aviateurs français sont amenés à revoler dans ces régions-là. Vous, de votre côté, étant donné l'histoire familiale, dans cette région du monde notamment, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est un retour en arrière? Vous avez l'impression qu'on n'a rien évolué depuis? Ou comment percevez-vous cela? Alors, je réponds à une de vos questions à l'instant. C'est ce fameux bombardement en Syrie organisé avec des avions français. Ce sont les avions qui sont partis, les Rafales, qui sont partis de la base de Saint-Dizier. Oui. Faut le savoir. Oui. C'est quand même pas la base à côté. Non. Mais c'était là où il y avait les avions capables d'être ravitaillés et de faire l'aller-retour pour un bombardement. Je ne sais pas si vous voyez le parcours. Distance, ouais. Nous, on a quelques souvenirs d'amis, de colonels qui ont été en Syrie en 1942. Oui. C'est-à-dire 20 ans après mon père. Et là, ils ont vu la dégradation de la grande amitié qu'il y avait entre nous et les Syriens à cause des Anglais. Il faut reconnaître que les Anglais ne nous ont pas favorisés. Et puis, il y a eu des rivalités entre les officiers qui sortaient de l'école de l'air, mais sous l'autorité du maréchal Pétain, et ceux qui, en 1942, arrivent sur les ordres de De Gaulle. Il n'y a pas eu de mort, parce qu'ils sortaient tous de la même école, à part 2-3 coups de fusil qu'il y a eu.
les gars sont réunis et j'ai connu ici un colonel qui m'a dit, quand on est arrivé là, on s'est mis autour d'une table, on a dit dans le fond, nous, on a les mêmes missions, on a fait les mêmes devoirs au chef de l'État, qu'il soit De Gaulle, Pompidou ou Pétain, et ça s'est arrêté là, ce qui n'a pas été le cas au Maroc. Donc il y a eu une très bonne entente, et nous avions à Reims un commandant qui a été le dernier, il me l'a raconté, et ça prend beaucoup de valeur à ce que je vais vous dire, c'est que quand Saint-Exupéry quitte Borgo, on raconte qu'il était fatigué, qu'il voulait se suicider. Ça, c'est faux. Il était venu la veille au soir chez mon ami, et il avait amené 3 langoustes. Il lui avait dit, tiens, tu sors le Borgo, ta femme nous fait cuire ça, et puis demain matin, je m'en vais en reconnaissance de photos. Et Delannoy dit, mais dis donc, t'es tout seul? Il dit, non, j'ai mon mécano. Oh, dit, je viendrai t'aider. Il fallait monter avec une échelle dans l'avion. Donc, quand on dit que notre ami Saint-Exupéry était seul, c'est pas vrai. Il y avait ce commandant qui l'a aidé à monter dans l'avion. Ils se sont fait un petit bonjour, et un quart d'heure après, une demi-heure après, il était descendu. Et mon père a rencontré, il l'a mis dans son livre, plus tard, le général qui pilotait l'avion, qui a descendu Saint-Ex et qui l'a tué. Et quand papa a voulu aller le voir, il est parti avec un ami qui parlait mieux l'allemand que lui, et arrivé sur la plaque, c'était pas le généralissime, non, c'était Pasteur. Alors mon papa était étonné, il lui dit, mais vous êtes Pasteur, vous étiez le général. Il dit, oui, quand j'ai su que j'avais tué la plus grande gloire de pas l'aviation, mais la littérature française, j'ai quitté l'armée. Ce généralissime de la Luftwaffe a quitté, il est devenu Pasteur. Et dans le livre de mon père, il y a le témoignage de ça. Alors quand on vous raconte des tas de conneries sur Saint-Ex, il allait pas de ça, c'est pas vrai. On a connu, comme l'histoire de la gourmette, je la connais, puisque c'est un mécène rémois, Champagne-Redrer, qui a tout fait pour retrouver l'avion. Quand on a retrouvé l'avion, la famille Daguet a dit, vous n'avez pas le droit de divulguer pas la tombe, mais la sépulture de Tonio. C'est sa sépulture, il restera. Qu'est-ce que c'était? C'était un squelette dans un costume. C'était ça quand il l'a retrouvé. Alors évidemment, pour prendre des photos, ils ont bougé l'avion et tout. Il se fait que dans le squelette, la gourmette est tombée. Et 2 ans après, on l'a retrouvé beaucoup plus loin par les marais. Et tout le monde dit, on l'a retrouvé. C'était faux. C'était le mécénat de Champagne-Redrer avec M. Rousseau qui a dévoilé l'endroit, mais qui n'a jamais dit où c'était. Simplement, on savait que c'était près de Borgo, parce que la famille s'y était opposée. Donc, vous voyez, je peux vous démolir 3-4 trucs qui sont sortis comme ça de tous les côtés. Comme je peux vous raconter que Garcia, qui a rencontré ce jeune pilote qui était complètement cramoisi, qui s'appelle Guillaume, sur le petit chemin dans la Cordillère des Andes, il l'a emmené chez lui, il a dû le soigner avec un coup de martini, ou de je sais plus quoi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, Garcia. Quand Jean-Jacques Hano fait ce film sur l'ange de la Cordillère des Andes, il va le voir, il a 82 ans en ce moment-là, M. Garcia. Et il dit, oui, j'ai sauvé le petit, enfin, moi je ne parle pas espagnol et tout ça. Et donc, on arrive à faire toute une histoire, et M. Jean-Jacques Hano en parle à tout le monde. On en parle entre autres à mon ami PPDA, qui lui fait 4 pages dans Match. Et qu'est-ce qu'on voit l'année d'après aux manifestations du Bourget? Au Bourget, le meeting. Le meeting. Chirac apprend que Garcia va être là. Et Chirac le salue. Et Chirac dit à un motard, allez me chercher une Légion d'honneur. Il arrive là-bas et officiellement il lui dit, vous avez sauvé un héros français, nous vous décorons de la Légion d'honneur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette anecdote. Nous finirons sur celle-ci et je vous remercie de tout cœur. Merci beaucoup.